Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 146 du podcast Bien dans mon ventre. Aujourd'hui, on va parler de ballonnement. C'est un sujet qui revient très fréquemment en cas de troubles digestifs. Donc aujourd'hui, on va creuser en profondeur les différentes causes possibles des ballonnements parce que il faut savoir qu'il ne suffit pas de masquer le symptôme, il faut vraiment trouver la vraie cause. Donc dans cet épisode, je vais vous donner des clés concrètes pour identifier d'où viennent les ballonnements et surtout comment agir dessus efficacement. Cet épisode est soutenu par Pianto, un complément alimentaire qui apporte tous les bienfaits de la fermentation ainsi qu'un concentré de micronutriments et je les remercie de soutenir une nouvelle fois le podcast. Je vous en reparle en fin d'épisode. Alors peut-être que vous allez vous retrouver dans cette situation, vous avez l'impression de tout faire bien et pourtant vous gonflez comme un ballon après chaque repas, vous avez testé peut-être le charbon, le fenouil, les probiotiques, les tisanes miracles ou que sais-je, mais rien ne marche vraiment. Eh bien déjà c'est normal parce que les ballonnements en fait c'est pas une fatalité, donc c'est pas normal et c'est pas quelque chose avec lequel il faut juste apprendre à vivre, mais surtout il faut savoir qu'il n'existe pas une solution universelle. Il faut vraiment essayer d'aller trouver la vraie cause et pas juste masquer le symptôme parce qu'en fait là, simplement les ballonnements ils vont continuer à revenir en permanence. Donc déjà voyons ensemble pourquoi il ne faut pas juste calmer les ballonnements. Les ballonnements, c'est effectivement un symptôme, donc c'est un message de notre corps, c'est pas un problème en soi. Donc il faut pas juste chercher à soulager le symptôme, à soulager le ballonnement, mais il faut surtout comprendre ce qui le déclenche. Il faut vraiment voir ça comme un message et ce message, il indique qu'il y a un déséquilibre. Donc si on cherche juste à masquer le symptôme, par exemple en donnant du charbon actif ou une tisane ou des choses comme ça, mais qu'on n'identifie pas la cause, en gros c'est un peu comme éteindre une alarme incendie sans chercher l'origine du feu. J'aime bien les petites métaphores en général, vous le savez sûrement. Donc c'est pour ça qu'il est important d'aller creuser la cause des ballonnements. Et les ballonnements, il faut savoir qu'ils peuvent être dus à énormément de choses. C'est d'ailleurs clairement le symptôme numéro 1 ressenti par les personnes qui ont une digestion compliquée. C'est vraiment le truc qui revient le plus souvent. Ils peuvent être accompagnés d'autres choses ou pas, mais en tout cas c'est vraiment un symptôme qui est malheureusement assez commun, mais encore une fois ce qui ne veut pas dire qu'il est normal. Donc dans cet épisode je vais revenir sur chacune des causes, même si la liste n'est évidemment pas exhaustive parce que le ballonnement il peut être vraiment dû à beaucoup de choses. Mais l'idée c'est de revenir sur chacune des causes et vous aider à y voir plus clair, que vous soyez naturopathe ou professionnel du soin ou de la santé ou juste concerné par les ballonnements. Donc, si on fait une petite liste déjà, même si encore une fois elle n'est pas exhaustive, il faut savoir que les ballonnements, ça peut être dû notamment à une dysbiose, une intolérance alimentaire, une candidose, un SIBO, une mauvaise mastication, une hypochloridrie, une surcharge hépatique, etc. Mais en tout cas, c'est un petit peu les causes qu'on va voir aujourd'hui, puisque ce sont quand même si la liste n'est pas exhaustive, c'est quand même les causes qui reviennent le plus souvent. On va pas se mentir, en général, c'est quand même les choses qui reviennent, qui expliquent en tout cas les ballonnements. Donc la cause numéro 1, ça peut être une dysbiose intestinale. Et je dis que c'est la cause numéro 1 parce que en fait, c'est quasiment toujours le cas. À partir du moment où il y a des ballonnements, on peut supposer qu'il y a une dysbiose. Donc c'est un peu la cause qui va être sous-jacente à toutes les autres. À partir du moment où quelqu'un a des ballonnements, ça veut dire qu'il y a une dysbiose. Après, il va falloir creuser qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais en gros, on va commencer par expliquer déjà la dysbiose. Donc la dysbiose, normalement vous le savez, c'est quoi? C'est un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans le microbiote.
Donc il y a certaines bactéries qui soit vont être présentes en trop grand nombre, par exemple, et qui vont faire un peu un festin de certains aliments, notamment les glucides, mais pas que, mais c'est quand même souvent les glucides, et en fait elles vont digérer du coup ces résidus de glucides qui se retrouvent dans l'intestin, et en les digérant, elles vont produire des gaz en grande quantité, ce qui fait ballonner. Donc la dysbiose, vraiment à la base, c'est effectivement un déséquilibre entre la répartition des familles dans le microbiote. Et souvent, quand il y a des ballonnements, c'est effectivement qu'il y a une certaine famille ou plusieurs familles de bactéries qui sont présentes en trop grand nombre et qui vont du coup digérer les aliments qui vont arriver dans l'intestin. Donc jusque-là, c'est normal, c'est leur job, sauf que quand elles sont présentes en trop grande quantité, eh bien elles vont trop digérer ces glucides et en tout cas en les digérant elles vont produire des gaz et plus elles sont présentes plus elles vont produire de gaz en grande quantité, ce qui fait effectivement ballonner. Donc en général, si on se dit qu'il y a que, entre guillemets, une dysbiose, parce que comme je vous disais, c'est souvent la cause sous-jacente à toutes les autres, mais imaginons une personne n'a que une dysbiose. Bon, les indices, en général, les symptômes, ça va être par exemple des ballonnements assez aléatoires, où la personne n'arrive pas forcément à faire un lien en tout cas entre ce qu'elle mange et les ballonnements, même si ça arrive quand même aussi assez souvent. On peut en général y associer des troubles digestifs assez variés et un inconfort un peu persistant. J'ai envie de dire, s'il y a que une dysbiose, il n'y a peut-être pas trop d'autres symptômes à part le ballonnement. Même si bon, la dysbiose elle peut amener tellement de symptômes que c'est assez difficile à dire. En général, vraiment, c'est la cause qui est vraiment sous-jacente à toutes les autres, donc souvent elle vient pas toute seule. Mais voilà, en gros un peu les indices qui peuvent nous mettre sur la voie, même si encore une fois, s'il y a des ballonnements, il y a a priori, dans 99% des cas, une dysbiose. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Les solutions, bien sûr, ça va être surtout de comprendre est-ce que la dysbiose, elle vient toute seule ou est-ce qu'elle entraîne d'autres choses, comme par exemple une candidose, un SIBO, ce qui est quand même très très fréquemment le cas. Mais bon, déjà, on peut se dire qu'on peut essayer de rééquilibrer l'alimentation, notamment si la personne consomme trop de glucides, ce qui est quand même beaucoup le cas aujourd'hui. On a tendance à consommer quand même beaucoup trop de glucides par rapport à nos besoins et par rapport aussi à notre capacité digestive, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne sur ça. Mais voilà, globalement, on a tendance à construire nos assiettes souvent autour d'une grosse quantité de glucides. Ce qu'on pourra faire aussi, c'est proposer à la personne d'éviter, bien sûr, les excès de sucre et d'aliments ultra transformés. Ça, c'est un peu la base, mais c'est vrai que quand on consomme trop de sucre et trop d'aliments ultra transformés, ça va vraiment impacter le microbiote, et pas dans le bon sens. En général, ça va plutôt être néfaste, puisque à la fois, ça va détruire certaines bactéries bénéfiques qui vont vraiment être abîmées ou tuées, carrément éradiquées à cause des aliments ultra transformés, notamment des additifs qui sont présents dans les aliments ultra transformés. Et puis l'excès de sucre, en général, ça va nourrir certaines bactéries dont on n'a pas trop envie qu'elles soient présentes en trop grande quantité, parce qu'elles sont pas forcément néfastes, mais si elles sont présentes en trop grande quantité, là ça va vraiment créer des troubles et notamment des ballonnements. Et puis on pourra aussi essayer en cas de dysbiose de renforcer les bonnes bactéries, puisque en fait la dysbiose, ça veut dire aussi qu'il y a une rupture donc de l'équilibre entre les différentes familles de bactéries. Normalement cet équilibre il est censé être maintenu grâce à la présence de bactéries un petit peu protectrices de cette eubiose du coup, puisqu'on veut rester en eubiose. Donc ces petites bactéries protectrices, en général, elles évitent justement qu'il y ait d'autres bactéries qui se développent un petit peu trop. C'est un peu les gardiens de la paix, vous voyez, c'est un peu les petits soldats qui sont là pour faire en sorte que tout le monde soit content, tout le monde soit à la bonne place, qu'il n'y ait pas trop de ça, pas trop de ça, etc. Vraiment maintenir l'équilibre. Donc celles-ci, peut-être qu'elles viennent à manquer en cas de dysbiose et que du coup, ça a laissé la porte ouverte à d'autres bactéries pour se développer et être trop présentes en trop grande quantité. Donc ça peut être intéressant de renforcer les bonnes bactéries avec soit déjà des prébiotiques, donc des choses qu'on va pouvoir prendre dans l'alimentation, notamment certaines fibres, certains amidons résistants, etc. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire dans l'alimentation. Aussi des probiotiques naturels, dans l'alimentation on peut aussi trouver des probiotiques naturels dans tous les aliments fermentés, donc que ce soit les légumes lacto-fermentés, les boissons fermentées, il peut y avoir même dans les yaourts des choses comme ça. Bon après ça dépend comment ils sont faits, parce que s'ils sont pasteurisés, il n'y a plus beaucoup de bactéries. Mais bon voilà, on peut quand même trouver pas mal de probiotiques naturels dans l'alimentation, ou alors sous forme de compléments, en fonction de la situation de la personne, etc. Là il faut faire attention, parce que si on donne des probiotiques, si la personne a un SIBO, ou même une candidose, ça peut être un peu explosif. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même aller creuser, parce qu'en général la dysbiose, elle n'arrive pas toute seule.
Mais ça peut par exemple être le cas, ça m'est déjà arrivé, des personnes qui n'avaient pas de problème digestif à la base, vraiment, elles me disaient moi je digère tout, j'ai jamais de problème, vraiment j'oublie que je digère. Je rêverais de pouvoir dire ça un jour, d'avoir une digestion tellement fluide que je ne sais même plus ce que c'est que la digestion. Mais elles me disaient, voilà, par exemple, elles ont eu une petite intoxication alimentaire ou une gastro, quelque chose comme ça, et après elles ont du mal à s'en remettre. Elles sentent que vraiment après, même des semaines après, il y a encore quelques petits troubles. Bon, dans ces cas-là, on peut se dire, ok, allez, on essaie de soigner simplement la dysbiose, enfin en tout cas, on ne soigne pas vraiment une dysbiose, mais on essaie de rééquilibrer cette dysbiose pour remettre la personne, remettre son microbiote en eubiose, donc en équilibre, et on s'arrête là, même s'il faut faire attention parce que parfois certaines intoxications alimentaires ou certaines gastro ou infections intestinales peuvent entraîner d'autres conséquences, comme par exemple un SIBO. Donc vous voyez que c'est assez complexe, hein, c'est vraiment un casse-tête chinois, les ballonnements et les troubles digestifs. Mais voilà, en gros la dysbiose intestinale, voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur tout ça. Une deuxième cause au ballonnement, ça peut être l'intolérance alimentaire. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une réaction à certains aliments que le corps ne va pas réussir à bien digérer pour plein de raisons. Il peut y avoir pour un problème fonctionnel, parce que le corps n'arrive pas à sécréter les bonnes enzymes et les bonnes substances nécessaires à la digestion de certains aliments. Ça peut être aussi parfois génétique. Il y a aussi, voilà, au niveau génétique, on a différentes variations, différents polymorphismes qui font qu'on ne digère pas tous de la même façon certains aliments. Aussi selon notre provenance ethnique, je sais pas si c'est très français de dire ça, mais selon l'endroit en fait où on est né, selon tout le bagage génétique avec lequel on vient aussi de par nos parents, nos grands-parents, etc. Parce que ça va aussi fortement varier en fonction de ce que nos ancêtres ont mangé, puisque par exemple il y a certains aliments, si notre population, entre guillemets, n'a pas du tout l'habitude de manger ça, on sera pas forcément équipé pour digérer ça, alors que si ça fait des siècles que dans notre pays ou notre région, on mange ce type d'aliments, a priori, on sera déjà plus à même de pouvoir digérer ça. Même s'il y a aussi, il y a aussi des choses où on a beau avoir l'habitude de les manger, on n'est pas capable de les digérer, pour plein de raisons. Voilà, je vais pas rentrer non plus trop dans le détail des intolérances alimentaires parce qu'il y a beaucoup à dire. J'avais fait ceci dit un épisode sur mon avis sur les tests d'intolérance alimentaire, je vous le remets en description de celui-ci si vous voulez aller voir un petit peu, où j'explique que je suis pas forcément pour les tests d'intolérance alimentaire à rallonge, que voilà, pour moi il y a d'autres choses à voir derrière. Donc je vous laisserai aller écouter l'épisode si vous le souhaitez. Mais voilà, l'intolérance alimentaire c'est ça, c'est vraiment une réaction à certains aliments que notre corps ne digère pas bien. Et donc par quoi ça se manifeste ? En général, c'est des ballonnements qui arrivent soit immédiatement après le repas ou soit quelques heures après. Ça dépend un petit peu de l'intolérance. Si par exemple on a une intolérance au lactose, en général, les réactions sont quand même assez rapprochées du repas. En général, c'est vraiment dans les minutes qui suivent ou les heures qui suivent, mais en général c'est quand même assez rapproché, bien sûr selon le niveau aussi d'intolérance. Et ça peut être après un repas qui contient soit des trucs assez évidents comme du gluten, des produits laitiers, des FODMAP, mais ça peut être aussi d'autres aliments auxquels vous êtes intolérant, ou en tout cas que vous n'êtes pas en capacité de digérer à l'heure actuelle, et du coup ça va entraîner effectivement des symptômes. Donc je dis quelques minutes ou quelques heures après un repas, mais attention, il y a un petit piège, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'intolérance dont les symptômes se manifestent parfois le lendemain, parfois même plusieurs jours après. Donc là c'est assez compliqué, et comme je vous disais, en général, pour moi les intolérances alimentaires elles sont souvent dues à autre chose, et notamment par exemple à une dysbiose. Donc c'est en partie pour ça que je suis pas forcément fan des tests d'intolérance alimentaire à rallonge où on va tester des centaines d'aliments. Parce que pour moi, si une personne, il ressort en tout cas du test qu'elle est vraiment intolérante à beaucoup d'aliments, il faut plutôt aller voir du côté d'une dysbiose, d'une hyperperméabilité intestinale, pourquoi pas aussi du côté du système immunitaire, voilà. Donc il faut faire attention aussi avec les intolérances alimentaires. Alors bien sûr, il y a des personnes qui sont réellement intolérantes aux produits laitiers, au gluten ou à certains FODMAP, même si en général quand on est intolérant au FODMAP, c'est plutôt parce que effectivement on a une dysbiose qui fait qu'on n'est pas capable à l'heure actuelle de digérer ces aliments-là, mais c'est pas normal. Alors que par exemple une intolérance au lactose, ça peut être génétique et pour le coup on peut pas y faire grand-chose, c'est pas juste une question de dysbiose. Donc voilà, c'est pour ça que l'intolérance alimentaire c'est assez complexe, mais voilà, ça peut en tout cas être tout à fait une cause des ballonnements, même si pour moi ce sera pas la cause première dans la plupart des cas, puisque ça veut dire qu'il faut aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc
Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Bien sûr, voilà, idéalement, on peut essayer d'identifier via un journal alimentaire, donc vraiment de noter tout ce qu'on mange, de noter les symptômes, même s'ils arrivent plusieurs jours après, mais au moins comme ça, on peut revenir un peu dans le passé et se dire « Ah oui, là j'avais mangé ça, peut-être que ça m'a déclenché tel symptôme ». Même si d'expérience, je sais bien que c'est compliqué, la plupart des gens qui font ça ont du mal à se rendre compte, et moi la première, de l'aliment qui va vraiment déclencher ça, puisque c'est rarement juste un aliment. Souvent, c'est effectivement, si c'est par exemple les FODMAP, il y a tellement d'aliments qui rentrent dans cette catégorie qu'en fait, c'est impossible d'identifier un aliment qui va déclencher ça. En général, voilà, on se rend compte qu'on est à peu près intolérant à tout, en fait. Même si c'est pas vraiment, encore une fois, une intolérance dans ce cas-là, c'est plutôt une incapacité à digérer. Donc, mais ça peut quand même être intéressant, parce que parfois, en faisant un journal alimentaire, effectivement, on se rend compte, en fait, de certaines choses qu'on n'avait pas forcément conscientisées. Donc, c'est toujours intéressant de le faire. Mais il faut pas tout miser dessus, dans le sens où, dans la plupart des cas, on n'arrive pas forcément à avoir une réponse claire. Mais dans certains cas, on peut. On peut aussi, pourquoi pas, faire un test d'éviction, donc c'est-à-dire si on soupçonne un aliment ou une catégorie d'aliments, on peut les éliminer pendant quelques semaines pour voir si ça va mieux au niveau des symptômes et les réintroduire progressivement. Mais pour ça, en général, je conseille vraiment d'être accompagné parce que déjà, il y a certains éléments auxquels il faut faire attention, il faut pas faire un test d'éviction trop long non plus. Enfin, vraiment, je conseille pas de faire ça tout seul, je conseille vraiment d'être accompagné par un professionnel, quel qu'il soit, parce que ça peut vite devenir un peu une usine à gaz, le truc, et sans mauvais jeu de mots, et ça peut devenir assez compliqué, et voilà, c'est important de faire les choses bien aussi, et de pas perdre du temps et de l'énergie à faire les choses alors que finalement, peut-être qu'on les fait mal, et que du coup, ça va pas donner de résultats, et on risque de se fatiguer un peu, d'être un peu déprimé parce que ça marche pas. Donc voilà, c'est important de se faire accompagner. Je l'ai pas mentionné d'ailleurs ici, mais l'intolérance alimentaire, ça peut être aussi une intolérance à l'histamine. Je vous l'ai pas mis dans la liste parce que pour moi ça rentre dans la catégorie des intolérances alimentaires, mais voilà, on peut aussi être intolérant à l'histamine, même si, encore une fois, je pense qu'en général quand on est intolérant à l'histamine, ça cache autre chose. C'est pas juste j'ai pas eu de chance à la loterie, je suis intolérant à l'histamine, je peux rien faire d'autre. En général, quand il y a une intolérance à l'histamine, c'est souvent le signe qu'il y a une dysbiose, qu'il y a d'autres problématiques, donc il faut bien sûr aller creuser derrière. Et donc c'est le cas pour toutes les intolérances, si vraiment vous vous rendez compte que vous êtes intolérant à certains aliments, il faut quand même creuser, voir s'il n'y a pas aussi une dysbiose, parce que c'est quand même très souvent le cas, et du coup comprendre la cause, parce que parfois on se dit « Ah c'est simple, je suis intolérant à l'ail », par exemple, l'ail ça revient souvent dans les aliments qui sont compliqués à digérer, ou les oignons, donc on l'enlève et on se dit « Ah c'est bon, ma solution c'était ça, j'ai pas eu de chance, je peux pas digérer l'ail », sauf que déjà c'est quand même assez contraignant, parce qu'il y a quand même de l'ail et de l'oignon dans beaucoup de plats, si vous allez au restaurant par exemple. Et puis surtout, ça va pas régler la cause en fait. Vous allez juste enlever un des éléments des symptômes, mais vous n'allez pas régler la cause. Donc il se peut que dans 3 mois, finalement, vous ayez de nouveau des symptômes parce qu'en fait, ce sera plus l'ail ou l'oignon, ce sera autre chose. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important d'aller creuser. Et quand on accompagne des personnes qui arrivent en nous disant je suis intolérant à ça, par exemple, c'est vraiment important de leur expliquer tout ça déjà, le mécanisme qu'il y a derrière, et puis d'essayer vraiment de les aider à comprendre la cause, à comprendre ce qui se cache derrière. Parce qu'en général, on s'arrête pas juste à une intolérance, sauf si bien sûr c'est génétique ou voilà. Bon, il y a des cas pour lesquels, ok, c'est comme ça, on enlève l'aliment et puis tout va mieux, bien sûr. Surtout dans le cas du lactose ou du gluten, mais souvent c'est beaucoup plus subtil que ça. Une troisième cause des ballonnements, ça peut être une candidose. Donc qu'est-ce que c'est une candidose? C'est une prolifération excessive du Candida albicans, qui est en gros une levure. Son statut est parfois un peu complexe parce qu'elle peut changer de forme, mais en gros on va dire que c'est une levure qui est naturellement présente dans le microbiote en petite quantité, et quand elle est présente en petite quantité, il n'y a pas de problème, tout va bien, mais qui dans certains cas prend trop ses aises et effectivement va vraiment proliférer beaucoup trop et entraîner pas mal de problèmes digestifs, et pas que. Justement, je dis et pas que parce qu'en général, les symptômes d'une candidose, ça peut être bien sûr des ballonnements, souvent des envies de sucre aussi, parfois des envies de sucre vraiment incontrôlables, où vous avez l'impression qu'il y a un démon qui a pris possession de vous et qui vous force à manger du sucre, parce que parfois le Candida albicans, c'est presque ça. C'est pas dans tous les cas, mais ça peut être ça. Il peut y avoir aussi souvent de la fatigue chronique, les symptômes un peu classiques, ça peut être bien sûr des mycoses à répétition, que ce soit des mycoses vaginales, des choses bizarres sur la peau, ou des démangeaisons un peu bizarres, comme le nez qui démange, ou les parties intimes qui démangent, même si ça peut aussi être des parasites. Voilà. Mais en général, la candidose,
Souvent dans les symptômes classiques, on dit effectivement ballonnement, fatigue, mycose, etc. Parfois c'est plus subtil. Il y a aussi des personnes qui ont des candidoses, qui n'ont pas de mycose, qui mangent assez peu de sucre. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir un petit peu creuser derrière. Et en général, la candidose, la meilleure façon de l'identifier, c'est de faire un test urinaire pour voir s'il y a des déchets produits par le Candida albicans. C'est les métabolites organiques urinaires qu'on appelle le test mou, ou il y a aussi le test DMI, DMI pour dysbiose mycose intestinale, qui nous permet de voir s'il y a une dysbiose et s'il y a une candidose intestinale. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si on est sûr qu'il y a une candidose? Bien sûr, idéalement, on conseille de réduire les sucres et les amidons raffinés pour éviter de nourrir ce Candida albicans. Et surtout, ce qui est important, ça va être d'assainir l'intestin avec une approche adaptée. Donc soit des médicaments vraiment que seuls les médecins peuvent prescrire, comme de la mycostatine ou voilà, des choses comme ça, ou avec de la phyto, notamment en général des choses à base d'ail, voilà, des choses, souvent il y a des complexes qui existent, parce que la candidose c'est quand même assez complexe à traiter, puisque comme je vous disais, le Candida albicans il peut un peu changer de forme, donc il peut passer de la forme levure à autre chose, donc c'est assez, voilà, il est assez complexe et c'est vrai quand on fait une approche en phyto, il faut souvent être un peu stratégique et alterner pas mal de différents principes actifs pour essayer de vraiment pouvoir atteindre ce Candida albicans. Donc voilà, je rentre pas non plus dans le détail précis de comment on règle une candidose, hein, tout ça je l'explique notamment dans ma formation Naturo-Digest où on rentre vraiment dans le détail des mécanismes de la candidose, des symptômes, de la prise en charge, et surtout de comprendre la cause, hein, bien sûr, c'est comme pour tout, il faut vraiment pas juste traiter la conséquence, mais revenir vraiment à la cause et se dire pourquoi est-ce qu'il y a une candidose qui a pu se développer et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça revienne, bien sûr. Ça c'est quand même aussi hyper important. Une quatrième cause de ballonnement, bien sûr, ça peut être un SIBO. Donc le SIBO c'est pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth. En gros, en français, pullulation bactérienne de l'intestin grêle, mais ça peut aussi être dans le côlon, c'est là où ça devient un peu complexe. Le SIBO, vraiment, c'est un deuxième casse-tête chinois dans le casse-tête chinois des troubles digestifs, parce que en gros, factuellement, c'est a priori une prolifération excessive de certaines bactéries dans l'intestin grêle, mais parfois ça peut être aussi juste une espèce de dysbiose de l'intestin grêle. Bref, je rentre pas dans tous les détails, mais en gros, il y a trop de bactéries à un endroit où il ne devrait pas y en avoir. Et en fait, l'intestin grêle, c'est pas un organe qui est fait pour avoir beaucoup de bactéries. Contrairement au côlon, où dans le côlon, on a énormément de bactéries, c'est normal, c'est fait pour, c'est là où se trouve la majeure partie de notre microbiote intestinal. Dans l'intestin grêle, il y a quelques bactéries quand même, mais normalement, il n'y en a pas trop. Et quand il y en a trop, et qu'effectivement, elles sont trop nombreuses, et que du coup, elles vont aussi digérer des petits glucides notamment et faire des gaz, et bien là ça gonfle beaucoup parce que l'intestin grêle il n'y a pas de place normalement dessus, l'intestin grêle il est assez fin contrairement au côlon, donc s'il y a des gaz là vraiment ça prend beaucoup de place, ça gonfle et ça peut faire aussi très très mal. Donc les symptômes en général d'un SIBO, c'est des ballonnements qui apparaissent souvent rapidement après le repas. Parfois les gens disent je finis à peine de manger et j'ai le ventre qui gonfle comme une pastèque, voilà, j'ai surtout des ballonnements qui arrivent en haut du ventre, donc vraiment au niveau de l'estomac. Les gens ont l'impression d'avoir l'estomac qui gonfle. Alors c'est rarement l'estomac qui gonfle, en général c'est juste le début de l'intestin grêle, mais qui est quand même très proche de l'estomac. Donc souvent ça fait effectivement des ballonnements qui sont plutôt présents en haut du ventre et qui apparaissent rapidement après le repas. Mais pas que. On peut aussi avoir un SIBO qui va plus être situé en fin d'intestin grêle, voire dans le côlon. Donc là, ça va être des ballonnements qui vont mettre un peu plus de temps à arriver, puisque le bol alimentaire, il va mettre bien sûr plus de temps à traverser tout cet intestin grêle et arriver au côlon. Et c'est des ballonnements qui vont plutôt être dans le bas du ventre, du coup. Donc voilà, c'est pas... si une personne a des ballonnements que dans le bas du ventre, ça veut pas forcément dire qu'elle a pas de SIBO. Je sais que c'est complexe, mais voilà. Souvent, le SIBO, il entraîne beaucoup de gaz associés, mais pas toujours non plus, mais dans la majeure partie des cas, la personne a l'impression d'avoir vraiment beaucoup de gaz à évacuer, qui sont souvent non odorants, mais qui peuvent aussi être odorants, puisqu'en fait le SIBO, il faut savoir qu'il y en a 3 différents. On peut avoir un SIBO à l'hydrogène, un SIBO au méthane ou un SIBO au sulfure d'hydrogène, donc H2S. Donc selon le type de bactérie qui est présente, on peut aussi cumuler les 3. Bref, voilà, quand je parle de casse-tête chinois, c'est pas pour rien. Le SIBO, c'est vraiment une sacrée affaire, mais qui est hyper intéressant parce que, effectivement, c'est... En fait, on comprend vraiment le mécanisme qu'il y a derrière. C'est pareil, ça, j'en parle en large, en long et en travers dans ma formation Naturo-Digest. Et il y a aussi des nouvelles
connaissances qui arrivent sur le SIBO. Donc moi je continue de me former aussi en permanence et je remets à jour les contenus de ma formation Naturo-Digest pour qu'elle soit vraiment au top de la fraîcheur des contenus, on va dire. Mais en gros voilà, le SIBO, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Mais si je fais un peu le profil type, donc c'est des ballonnements qui apparaissent rapidement après les repas, avec beaucoup de gaz associés, souvent des gaz non odorants, parfois effectivement des douleurs, parce que ça gonfle donc ça fait mal, même s'il y a des gens aussi qui gonflent et qui n'ont pas du tout mal, hein. Voilà, encore une fois, ça peut être un peu tout ou rien. Et il peut y avoir aussi des diarrhées ou de la constipation. En fonction du SIBO, on n'aura pas forcément les mêmes symptômes, donc ça peut être l'un ou l'autre. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, comme je vous ai dit, il y a 3 SIBO différents, donc il faudra avoir une approche qui est adaptée pour le SIBO auquel on fait face, et ça on peut le savoir que en faisant un test respiratoire, en tout cas pour le SIBO hydrogène et méthane, puisque le SIBO H2S, en France, le gaz H2S n'est pas mesuré dans les tests respiratoires, donc celui-ci on ne peut que le déduire en fonction des symptômes de la personne. Mais voilà, en gros, pour vraiment déceler un SIBO, il n'y a que le test respiratoire qui est vraiment pertinent et qui permettra d'avoir des réponses. Et donc en fonction du SIBO qui est présent, on aura une approche spécifique avec à la fois une alimentation adaptée, parce qu'il faudra peut-être réduire temporairement certains aliments, et bien sûr un assainissement intestinal, on va essayer d'enlever ces bactéries qui sont présentes en trop grande quantité, et puis surtout bien sûr comprendre la cause, puisque s'il y a un SIBO qui s'est installé, c'est pas pour rien, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part, donc il va falloir comprendre quel est le déséquilibre, et du coup qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça revienne. Une autre cause des ballonnements, c'est une mauvaise mastication, et ça effectivement, je dirais que c'est une cause qui vient rarement toute seule. En général, quand il y a une mauvaise mastication, ça implique beaucoup de choses dans la digestion, puisque en gros, la toute première étape de la digestion va être problématique, donc ça veut dire que tout le reste sera problématique par la suite. Mais bon, déjà, si la personne elle a tendance à vraiment manger trop vite, ne pas du tout mâcher ses aliments, ou elle mange devant son ordinateur en faisant autre chose, ou en marchant dans la rue, ou c'est quelqu'un qui dit non mais moi j'aime pas manger, j'ai pas le temps, voilà, donc je mange le plus vite possible, comme ça c'est fait, je m'en suis débarrassée. Bon, déjà on peut se dire qu'il y a une mauvaise mastication, même si il n'y a pas que ce genre de personnes qui mastiquent mal. Je pense que 95% des gens ne mastiquent pas suffisamment et mangent beaucoup trop vite. Et donc, si la première étape de la digestion se passe pas bien, toutes les autres vont être impactées. Donc ça veut dire que ce qui va arriver dans l'intestin sera pas bien prédigéré. Et donc, ça va entraîner des déséquilibres et des symptômes, notamment en général des sensations un peu de lourdeur. Il peut y avoir aussi des aliments non digérés dans les selles. Si vous retrouvez régulièrement, c'est pour ça que c'est important de regarder ces selles, si vous trouvez régulièrement des aliments non digérés dans les selles, c'est le signe que déjà vous ne mastiquez pas bien, et aussi probablement que l'étape de digestion au niveau de l'estomac et du duodénum, donc au tout début de l'intestin grêle, se passe pas très bien non plus. Donc ça c'est aussi une question à poser à vos clients si vous accompagnez des personnes qui ont des troubles digestifs. C'est important de leur demander est-ce que vous avez des aliments mal digérés dans les selles. C'est-à-dire est-ce que vous êtes capable dans les selles de dire ah là il y a un bout de carotte par exemple, c'est pas normal, ça ne devrait pas du tout être présent comme ça. Et puis bien sûr des ballonnements, parce que ça veut dire que en gros vous allez amener des choses dans l'intestin qui vont qui devraient pas être sous cette forme-là. Donc les petites bactéries présentes, elles vont être très contentes, elles vont dire youpi, on me donne à manger. Sauf que en général, c'est vraiment la porte ouverte à la dysbiose, parce que du coup, il y a certaines bactéries qui vont se surdévelopper, parce qu'elles vont faire un festin de ce que vous leur donnez, alors que normalement, ça devrait pas arriver sous cette forme, parce que ça a été prédigéré par l'estomac et l'intestin grêle, par exemple, et que ça arrive dans le côlon, et là, c'est un peu la fête. Donc en général, voilà, c'est vraiment la porte ouverte à d'autres choses. Mais déjà, c'est la première chose à régler. Si vous avez une personne qui a des troubles digestifs et que vous vous rendez compte qu'elle mange beaucoup trop vite, qu'elle prend pas du tout le temps d'avoir ce temps de calme au niveau de l'alimentation, etc., déjà on revient sur ça et on explique aux personnes comment mâcher lentement, comment prendre le temps de manger, de vraiment manger en conscience et de pas se dire que l'objectif c'est d'avaler le plus vite possible son assiette, quoi. L'idée au contraire ça devrait être de manger le plus lentement possible. Moi je fais souvent quand je mange avec des amis ou quoi, je suis toujours la dernière à finir. Mais toujours, ça m'arrive quasiment jamais que quelqu'un finisse après moi, ou alors c'est que vraiment j'avais très très faim et dans ces cas-là je me rends compte que j'ai mangé trop vite. Mais effectivement moi je fais hyper attention à la mastication et donc en général je suis la dernière à finir de manger. Donc l'idée c'est pas forcément de dire ça à tout le monde, parce que parfois les gens mangent sur leur lieu de travail, ils ont pas forcément beaucoup le temps, ou voilà, mais
À la limite, c'est de dire si vous savez que vous n'allez pas avoir le temps de manger, mangez des choses qui sont déjà presque pré-mâchées. Et je dis pré-mâché dans le sens, ça peut être des choses qui sont vraiment mijotées. On évitera par exemple de se faire des crudités, des trucs vraiment durs à mâcher ou un sandwich avec du pain bien dur si on sait qu'on n'a pas le temps de manger. En fait, il faut aussi adapter. Et si une personne vous dit, mais moi le midi j'ai 10 minutes pour manger, bah dans ces cas-là, le midi, il vaut mieux qu'elle se mange des trucs un peu mijotés, des trucs où en fait la cuisson aura déjà pré-mâché entre guillemets les aliments. Et le midi, par exemple, il vaut mieux que cette personne, elle se fasse ça. Et en revanche, c'est important que le soir, elle rééquilibre avec bien sûr d'autres choses. Peut-être un peu plus de crudité, peut-être des choses, par exemple, si une personne n'a que 10 minutes pour manger, il faut pas non plus qu'elle se fasse un steak. Parce que la viande, par exemple, il faut vraiment prendre le temps de la mâcher aussi, c'est hyper important. Donc voilà, il faut adapter et essayer d'essayer d'adapter au mieux pour la personne en fonction de ce qui est possible. Mais c'est hyper important, c'est vraiment la base de la base de la base qui malheureusement est pas assez... on met pas assez l'accent dessus et pourtant vraiment une mauvaise mastication, ça change tout. Quand on dit aux personnes de vraiment prendre le temps de mastiquer, quand elles l'appliquent vraiment, ça peut vraiment leur changer la vie littéralement. Et parfois il y en a qui disent en fait ça va beaucoup mieux dès que je prends le temps de manger, j'ai plus de ballonnement. Alors c'est rare parce qu'en général il y a quand même d'autres choses qui se mettent dessus, mais ça peut vraiment arriver. Sans parler parfois de certaines pertes de poids, voilà, je rentre pas dans les détails de tout ça, mais parfois une bonne mastication, ça peut aussi aider les personnes à perdre du poids sans forcément changer le contenu de leur assiette ou la quantité qu'elles mangent. Donc ça, c'est quand même pas mal. Une autre cause, bien sûr, de ballonnement, ça peut être une hypochloridrie, donc c'est-à-dire un manque d'acidité gastrique. C'est quoi? C'est tout simplement quand l'estomac ne sécrète pas suffisamment d'acide chlorhydrique ou en tout cas n'en sécrète pas suffisamment au bon moment. Parce que il y a aussi, voilà, j'ai fait plusieurs épisodes de podcast sur ça, je vous les remettrai aussi en description de cet épisode. Parfois on sécrète de l'acide chlorhydrique au mauvais moment, donc ça fait mal à l'estomac. Par contre au moment de manger, on n'en a pas assez. Et donc là, forcément, c'est toute la digestion aussi qui va être impactée, puisque s'il n'y a pas assez d'acide chlorhydrique dans l'estomac, il va pas pouvoir faire son rôle de digestion, et c'est quand même un rôle très très important, il se passe beaucoup de choses dans l'estomac, et donc forcément tout le reste de la digestion sera impacté. Donc ça va entraîner quoi? Des ballonnements, des rots aussi. Quelqu'un qui a beaucoup de rots, on peut se dire il y a un petit problème au niveau de l'estomac. Des sensations de lourdeur, la sensation d'avoir un peu une brique dans l'estomac ou d'avoir mangé énormément alors que la personne a mangé un tout petit peu. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça se mesure. Il n'y a pas vraiment de test pour le mesurer, même si on parle parfois du test au bicarbonate. Bon, moi je le trouve pas vraiment fiable. Donc je le recommande assez rarement. En général, ne serait-ce qu'en posant des questions à la personne, on se rend compte si potentiellement elle manque d'acidité gastrique ou pas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien sûr, il faut comprendre la cause, parce qu'il peut y avoir plein de causes à une hypochloridrie. Et puis, en attendant, on peut soutenir l'estomac avec des approches adaptées, pourquoi pas avec des enzymes, temporairement. Voilà, bien sûr qu'il y a plein de choses à faire sur tout ça, mais là, on se focalisera bien sûr sur l'estomac. Alors que parfois, je le dis souvent, il faut pas rester focalisé sur le lieu du symptôme. Si la personne elle a des ballonnements dans le bas du ventre, on pense pas forcément que ça peut être dû à l'estomac et on va essayer d'aller travailler sur les ballonnements, mais en fait le problème c'est l'hypochloridrie. Donc dans ces cas-là, il faut pas forcément rester là où la personne a des symptômes, il faut aller chercher derrière et donc il faut travailler sur l'estomac. Et enfin, j'arrive à ma dernière cause, même si encore une fois la liste n'est pas exhaustive, mais une autre cause de ballonnement, ça peut être une surcharge hépatique. C'est quoi? C'est tout simplement quand le foie va fonctionner un peu au ralenti, donc il va y avoir une moins bonne production de bile notamment. Et la bile, elle permet à la fois de digérer les graisses, mais aussi d'assurer un bon transit et de nettoyer, entre guillemets, l'intestin. Donc si on a moins de bile, on digère moins bien, et certaines bactéries peuvent se développer alors qu'elles ne devraient pas. Donc on en revient toujours à notre dysbiose, évidemment. Donc ça entraîne quoi? Des ballonnements, des lourdeurs digestives, et aussi ce qui peut nous mettre sur la piste, c'est surtout quand la personne a des diarrhées si elle consomme des aliments gras. En général, ça c'est quand même le signe qu'il n'y a pas assez de bile, donc elle n'arrive pas à bien digérer les graisses, et donc le corps il évacue parce que il sait pas quoi en faire. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui nous met sur la piste. Ou aussi si la personne ne supporte pas du tout l'alcool, par exemple. Voilà, il y a quand même pas mal de choses où on peut se dire ok, là, potentiellement le foie a un petit peu besoin de soutien. Il peut y avoir d'autres symptômes non digestifs aussi, des maux de tête, de la fatigue, des troubles au niveau de la peau, des choses comme ça. Bien sûr, ça joue aussi.
Mais voilà, en gros, une des causes, ça peut être ça. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, déjà, il faut essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que le foie, il a du mal à fonctionner? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est une hygiène de vie qui n'est pas adaptée? Est-ce que c'est parce que justement, il se passe trop de choses dans l'intestin? Du coup, ça surcharge le foie, ça surcharge son travail, et donc il fonctionne pas bien. C'est un peu le cercle vicieux, pour le coup. Donc il faut comprendre la cause, et en attendant aussi on peut bien sûr soutenir le foie avec par exemple du desmodium ou des choses comme ça, en sachant que j'ai bien dit soutenir le foie, je n'ai pas dit détoxifier, parce qu'un foie qui a déjà du mal à fonctionner, il n'a pas forcément besoin d'être détoxifié, ça normalement il sait très bien faire tout seul, il a juste besoin d'être soutenu, c'est-à-dire qu'on lui donne en gros les outils pour bien faire son travail. Alors que si on essaie de le détoxifier, au contraire on va le forcer à travailler beaucoup plus, mais alors qu'il est déjà bancal. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Donc c'est pour ça que la détox, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Et si on voit que le foie, il a un petit peu de mal, on peut déjà le soutenir. Et après, pourquoi pas faire une détox? Mais il faut déjà lui donner tout ce dont il a besoin pour fonctionner correctement. Donc là, je parle du desmodium, mais le foie, il a aussi besoin d'énormément de choses. Par exemple de fer, de plein de cofacteurs. Donc ça peut valoir le coup aussi, pourquoi pas de faire une analyse pour vérifier s'il n'y a pas des carences. Et s'il y a des carences, amener ce qu'il faut justement pour que le foie fonctionne bien. Et souvent ça suffit, le foie en général il sait très bien faire les choses tout seul. Donc voilà, il faut juste lui amener les bons éléments. Donc voilà, j'en arrive à la fin de mes différentes causes des ballonnements. Donc si je devais résumer un petit peu, vous l'aurez compris je pense, mais les ballonnements ils ont toujours une cause et il faut essayer d'identifier laquelle pour pouvoir agir efficacement dessus. Et encore une fois, ce n'est pas normal de ballonner après chaque repas ou tous les jours ou même de temps en temps, j'ai envie de dire, ça peut être normal. N'importe qui, quand on se fait une énorme assiette de flageolets, c'est à peu près normal d'avoir des gaz après. Donc bien sûr, il ne faut pas non plus tomber dans ce truc de dire « Ouh là là, il ne faut jamais ballonner ». C'est un peu normal, on le connaît, par exemple les flageolets, je prends vraiment l'exemple le plus flagrant, mais on le sait tous que ça fait des gaz. Donc ça, à la limite, ok, c'est peut-être que vous en avez juste mangé peut-être un peu trop. Mais par contre, c'est pas normal de ballonner après une assiette où normalement vous n'êtes pas censé ballonner, d'avoir des gaz en excès, d'avoir mal au ventre, voilà, tout ça c'est vraiment pas normal. Et il faut comprendre ce qui se cache derrière. Donc bien sûr, il faudra travailler sur la cause de la cause pour trouver pourquoi ça ballonne, où est le problème, et régler tout ça pour que la personne ou vous-même vous puissiez vous sentir beaucoup mieux. Avant d'en arriver à la conclusion de cet épisode, comme convenu, je voulais vous reparler des produits Pianto, et particulièrement de leur gamme Pianto Biotique, qui est une gamme de compléments dédiés à toutes les problématiques du quotidien, allant de l'immunité à la digestion, en passant par le stress ou la circulation sanguine. Leur gamme a été entièrement retravaillée et la nouvelle formule est plus concentrée et moins sucrée et son format est plus économique. Que demander de plus? En ce mois de mars, mois du printemps qui arrive, je voulais vous parler particulièrement du Pianto Biotique Foie, car c'est le mois parfait pour chouchouter son foie. Et oui, votre foie, c'est un véritable héros méconnu, il filtre, il détoxifie, il travaille sans relâche pour vous, et pourtant, vous ne ressentez rien quand il fatigue. Pas de douleur, juste des signes discrets, comme par exemple le teint brouillé, la digestion lourde, une fatigue inexpliquée. C'est là que Pianto Biotique Foie entre en jeu. Ce concentré de levure lysée, enrichi en pissenlit, en chardon-marie et en artichaut, soutient votre foie et votre vésicule biliaire, favorisant ainsi l'élimination des toxines et une digestion plus légère. Ajoutez à cela un cocktail de vitamines B1, B2 et B6 pour un métabolisme optimal et vous avez un allié précieux pour soutenir votre organisme au quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez profiter de 10% de réduction avec le code Pianto10 pour offrir à votre foie ce qu'il mérite. Donc voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode. Si vous souhaitez approfondir ces sujets, si vous êtes naturopathe ou professionnel du soin ou de la santé, vous l'aurez compris, j'en parle en long, en large et en travers dans ma formation Naturo-Digest. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Si c'est pertinent pour vous, n'hésitez pas à aller jeter un œil, voir si ça vous parle. Et si vous avez envie d'approfondir les troubles digestifs, c'est vraiment la formation qui pourra vous aider sur tout ça. Je reprends en détail les étapes de la digestion, le microbiote, les troubles digestifs, la prise en charge et bien sûr on voit des cas pratiques parce que la pratique c'est hyper important et ça permet vraiment de connecter toutes les notions qu'on a pu accumuler avant. Donc c'est aussi hyper important et je sais que c'est une partie qui plaît énormément à toutes les personnes qui ont rejoint Naturo-Digest. Et si vous n'êtes pas professionnel, vraiment je vous conseille à fond de vous faire accompagner si vous souffrez de ballonnement parce que déjà vous irez beaucoup plus vite, vous perdrez moins d'énergie à tester des choses par vous-même, à partir un peu dans tous les sens comme on l'a tous fait, vraiment moi je suis la première
à avoir voulu tester plein de trucs, mais au final je testais pendant une semaine et puis ça marchait pas, donc je passe à autre chose et j'avais l'impression que je trouverais jamais de solution. Et donc vraiment, je vous conseille de vous faire accompagner parce que vous perdrez beaucoup moins de temps et d'énergie à tester des choses et à vous fatiguer à tester des choses qui ne fonctionneront peut-être pas pour vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, soit à une personne qui galère avec ses ballonnements, et la pauvre on lui envoie plein d'amour parce qu'on sait à quel point c'est pénible, ou à quelqu'un qui prend en charge des personnes qui ont des troubles digestifs et à qui ça pourra intéresser d'en savoir plus sur justement les ballonnements. N'hésitez pas à me laisser aussi un avis sur Apple Podcast ou Spotify si cet épisode vous a aidé, vous a parlé. Ça permet vraiment de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de permettre à encore plus de personnes de ne plus souffrir de troubles digestifs au quotidien, parce que oui, il existe des solutions et c'est important. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.